association, par essence, il faut aller à la source, savoir pourquoi elle s'est montée. Très important. Et en fait, c'est vrai qu'Amnesty International, aujourd'hui, est le symbole ultime de l'association dans la lutte pour les droits de l'homme. Ils ont réussi ce combat-là. L'histoire de Amnesty International, c'est en 1961, il y a deux étudiants portugais qui lèvent un toast à la liberté. Ils sont à Lisbonne, ils sont sous le régime de Salazar, qui est vraiment un régime dictatorial. C'est quelqu'un qui est resté plus de 40 ans au pouvoir. Ils sont emprisonnés immédiatement. Et il y a un avocat qui s'appelle Peter Benenson, qui lit cette nouvelle et qui dit « c'est pas possible » et qui le lendemain publie une tribune qui est un appel pour l'amnistie de ces prisonniers, de tous les prisonniers d'opinion. Et dans la foulée, comme son appel rencontre beaucoup d'intérêt, il monte Amnesty International. Donc pour faire amnistier les prisonniers de droits d'opinion et de droits politiques. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dès le départ, il se dote d'une identité très forte. L'identité, c'est la bougie autour d'un barbelé, qui a des vertus merveilleuses de symbole. Hein. C'est le veilleur, c'est l'espoir dans la nuit quand on essaye de vous enfermer. Les prisonniers ne sont pas seuls. Nous, on va éclairer pour montrer qu'il y a des injustices dans le monde. Et c'est aussi une devise que je trouve très étonnante autour de la bougie, qui est mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. C'est de la pure poésie. Hein. Et c'est vraiment ça, je dirais, qui fait la force et l'identifiant d'Amnesty International. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pour fêter leur 50e anniversaire, ils ont fait un toast à la liberté pour reprendre l'histoire des 50 ans auparavant. La bougie, ça a une importance énorme, au-delà du symbole. Hein, c'est le symbole du veilleur, qui ne laissera jamais passer des injustices ou des choses qui sont cachées dans l'ombre. Mais c'est aussi au cœur du business model d'Amnesty International, vu que c'est une association indépendante qui ne vit que de subventions et qui vend des bougies. De la même façon qu'on vend des rubans rouges pour le sida, c'est leur façon de survivre. Donc Amnesty International, c'est vraiment cette histoire qu'il faut bien comprendre et bien connaître. Après ça, c'est une association qui a beaucoup évolué. C'est une association qui allait au-delà des droits d'opinion, qui allait par exemple contre la peine de mort, qui allait contre la torture, qui a été très importante pour la constitution de la Cour pénale internationale. Donc c'est vraiment une association qui, peu à peu, est allée par exemple sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui a vraiment débordé au-delà en étendant le champ du droit de l'homme. La problématique d'Amnesty International, depuis longtemps et encore plus aujourd'hui, c'est comment se faire entendre. Comment se faire entendre, comment récolter des fonds avec très peu de moyens. C'est une association, même si elle a 3 millions de volontaires et des fonds, qui essayent de faire des actions de communication de type guérilla. Et en fait, face à la fragmentation des audiences, face à des médias qui deviennent de plus en plus internationaux, face à la nécessité d'être en temps réel, en instantané, l'injustice aujourd'hui dans le monde, avec l'information, ça doit se traiter en instantané. Et surtout, face à l'arrivée de beaucoup d'autres organismes qui défendent les droits de l'homme, je pense par exemple à Human Rights Watch, qui est exactement sur un positionnement similaire, qui va faire des rapports. Je pense à Greenpeace, qui va employer des mêmes moyens en communication. Je pense à toutes ces associations, à Reporters sans frontières, qui essaient de faire sortir des journalistes de prison. Donc vous voyez, vous avez plein de zones de recouvrement, soit de l'activité, soit de la communication. Et pour exister, Amnesty International a fait un choix délibéré depuis des années de faire ce qu'on appelle de la guérilla marketing, vraiment du street marketing, avec des actions des fois dures, ce qu'on appelle dans les associations le naming and shaming, et ce qu'on appelle également en communication le shockvertising. Donc comment je fais du shockvertising, c'est-à-dire comment je crée un choc en communication pour quelque part me faire entendre et surtout ensuite démultiplier l'effet de la communication. Il y a 3 points qui rendent remarquable Amnesty International. Le premier point, c'est l'organisation. C'est une association qui a compris la loi du top-down et du down-top. C'est-à-dire qu'ils informent chaque pays, ils ont 80 pays, je pense, qui agissent, du sujet ou des sujets d'actualité qu'ils veulent traiter. Ils le disent aux pays et c'est les pays qui prennent l'initiative d'avoir des communications qui peuvent remonter, vu que c'est du shock advertising, qui peuvent remonter au niveau mondial. Donc c'est vraiment une organisation très intelligente, je trouve, qui va dans les deux sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont réussi quand même, on va le dire, à créer les campagnes les plus créatives et les plus chocs. On se rappelle tous, ils ont utilisé des moyens très modernes. On se rappelle tous des abribus interactifs. On se rappelle tous de ce qu'ils ont fait pour Pékin, pour les Jeux Olympiques en 2008, c'était extrêmement brillant comme communication. Même le détournement, vous voyez les anneaux olympiques en forme de barbelés. Donc, c'est des gens qui ont, pour moi, une caractéristique, c'est qu'ils font appel à l'intelligence. C'est des communications qui font systématiquement appel à l'intelligence. Ça peut être de l'intelligence référentielle à l'actualité.
ça peut être de l'intelligence de design, ça peut être de l'intelligence de détournement, ça peut être de l'intelligence au niveau des mots, mais c'est une des rares associations qui est obsédée par faire un maximum de bruit en faisant appel à l'intelligence. Et ça, c'est remarquable. Alors c'est ambivalent. C'est ambivalent. Ça peut montrer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut faire des campagnes extrêmement choc tout en faisant appel à l'intelligence. Normalement, c'est difficile de réunir les deux. Ce qui est intéressant chez Amnesty International, c'est l'obsession de faire un choc avec très peu de moyens, de provoquer quelque part, de provoquer l'écoute. C'est le veilleur, hein, c'est la bougie. Je me brûle, je ne peux pas dire que je n'avais pas vu. C'est vraiment très cohérent. Pour un annonceur, ça veut dire qu'on peut faire avec peu de moyens et de la provocation, beaucoup de bruit, mais attention, parce que là, l'annonceur, il peut se brûler. Parce que autant quand je le fais pour une grande cause, je peux accepter certaines polémiques. Quand je le fais pour une cause privée, c'est beaucoup plus dangereux. Je fais référence à une communication, une saga que tous vos étudiants connaissent, qui sont Benetton. Benetton avec Toscani, qui pendant 10 ans a provoqué exactement, avec la même démarche de shock advertising, exactement la même. Des réactions incroyables. À la fin, c'est pour vendre des pulls de couleur. Là, ça change tout. Donc attention, il faut bien voir en quoi c'est utile, il faut bien se dire, ça peut servir une cause, pas forcément quelque chose de privé. Le deuxième point qui peut intéresser les annonceurs, c'est l'innovation, la modernité de la démarche d'Amnesty International, qui est très innovante sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à ce qu'ils ont fait sur Facebook. À un moment, ils ont créé un Facebook où on pouvait voir son time. Et en fait, on se rendait compte que ces actions au quotidien sur sa page Facebook, avec la législation d'autres pays, pouvaient nous amener en prison. Donc d'un seul coup, c'est des prises de conscience très fortes faites à travers la technologie. Ou Tinder. Tinder aujourd'hui, c'est le grand succès mondial de rencontres. Je te prends, je te prends pas, je te prends, je te prends pas. Donc je peux choisir à l'infini. C'est-à-dire que même les relations sont devenues de la consommation. Ils ont joué sur Tinder sur le fait que la majorité des femmes dans le monde ne pourraient pas choisir leur partenaire. Parce qu'il y a des pays où on ne laisse pas les femmes choisir leur partenaire. Donc c'est toujours pareil, hein, du shock advertising qui fait appel à l'intelligence et de l'innovation qui fait appel à l'intelligence pour déclencher. Je trouve que les enseignements sont autour des valeurs d'engagement. Savoir qu'un engagement, ça repousse les montagnes. Et de l'espoir, c'est-à-dire qu'avec très peu de moyens et une bonne intelligence et du choc, on peut vraiment faire reculer l'injustice dans le monde. Je trouve que pour les étudiants, qui aujourd'hui sont de plus en plus dans les associations, pour les sociétés privées qui sont de plus en plus dans un business model très comparable aux associations. Hein. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, le crowdsourcing, le fait de bosser dans des structures plus horizontales que verticales, etc., c'est un modèle associatif qui est en train de prendre naissance dans les organismes privés. Donc je trouve que ça fait beaucoup de sens par rapport aux étudiants. Et le deuxième point, c'est un point plus de veille, où je dis attention, parce que la publicité, c'est bien, mais la publicité, ça doit servir toujours. Donc il faut toujours faire gaffe à ce qu'une association ne soit pas tractée par le fait qu'elle est devenue une marque. C'est très important que la publicité soit au service d'une cause, qu'elle soit utile. Quand la publicité devient le seul sujet, elle fait écran avec la cause. Donc il faut vraiment à ce que les étudiants veillent à se dire « je gère une association, je dois lui donner un sens, un rôle, mais il ne faut pas que je raisonne comme si c'était juste une marque, parce que ça devient très dangereux. » Et les Mad Men, ils ont fait un bon boulot aux États-Unis et certainement en Europe. Il ne faut pas qu'on les retrouve à la tête des associations.